Merci à vous tous d'être là en cette fin d'après-midi. Merci à l'Académie de nous accueillir d'une certaine façon et de nous laisser parler de littérature ce soir, un sujet qui est à la fois très abordé, je crois, c'est ce qu'on se disait, l'écriture de l'agression, mais en même temps, on avait l'impression de ne pas en avoir parlé. Hein. C'est une espèce de paradoxe. Donc, je me sens plus... Est-ce que c'est moi qui fais ce bruit ou c'est... Parce que je me sens responsable de tout. Non, là, ça va. Sans plus attendre, je vais vous présenter les écrivaines qui sont avec moi et avec lesquelles nous allons réfléchir à l'écriture de l'agression. Donc, tout d'abord, Carole David, qui a un doctorat en littérature française, qui a fait carrière comme professeur de littérature au niveau collégial et qui se consacre à l'écriture depuis de nombreuses années. Elle publie aux Herbes Rouges depuis 1991 une œuvre qui lie l'intime et le social. Je me rappelle d'avoir découvert il y a longtemps quand même, et c'était avec un texte qui avait été tout à fait important pour moi, c'est Impala, donc j'étais très... Bon, voilà. Ça fait longtemps. Voilà, et depuis Je te suis, ton œuvre a été récompensée par des prix importants, dans le prix Athanase David en 1900, voilà, en 2020, et ton dernier recueil, le programme double de la femme tuée, que j'ai ici, et qui va être un petit peu notre matrice aujourd'hui, même s'il y aura peut-être d'autres textes, a été finaliste au prix du gouverneur général en 2022. D'accord? Ce livre, je le dis tout de suite, j'essaie de raconter de façon fort en trahissant, c'est-à-dire c'est l'histoire de... Bon, en fait, c'est pas une histoire, mais il y a une parole d'une femme qui retourne à Rome, qui retourne dans ce qui semble être le monde de ses ancêtres, et elle va essayer de sortir de l'histoire tous les assassinats de femmes ou d'agressions faites aux femmes dans cette histoire impériale aussi, et des papes, etc., qui a donné la splendeur de Rome. Il y a comme tout un travail d'excavation de l'archéologie romaine, mais avec, on pourrait dire, comme creuset du monde romain, ce sont les sépultures des femmes. Hein, on pourrait le dire comme ça. Bon, voilà, ça, c'est ce livre tout à fait qui va nous aider à comprendre. La deuxième personne que je vais vous présenter, la deuxième écrivaine, c'est Marie-Hélène Poitras, qui a reçu le prix Anne Hébert dès son premier roman, Soudain le Minotaure, qui vient d'être réédité chez Alto en 2022. Et on va parler de cette réédition parce que c'est 20 ans plus tard, et c'est justement aujourd'hui, on va se pencher plutôt sur ce livre, et c'est vraiment... Marie-Hélène arrive à parler de ce que c'est une femme qui a été agressée, mais elle va non seulement parler de cette femme qui a été agressée, mais elle va parler aussi, elle va prendre la voix de l'agresseur. Hein. Et bon, on va voir comment elle a pu le rééditer, ce livre-là, qui il y a 20 ans, était peut-être publié dans un contexte complètement différent, donc on va en reparler. Et puis je veux dire aussi que tu as été finaliste au prix des libraires du Québec, que tu es éditrice au groupe Ville-Marie Littérature, que tu es chroniqueuse au Devoir, et que tu vas lancer le 11 avril prochain un recueil de nouvelles intitulé, je te laisse dire le nom parce que je vais le dire mal. Galumph. Voilà, Galumph. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, finalement, je vous présente Marie-Pierre Lafontaine. Marie-Pierre Lafontaine est étudiante au doctorat en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle a été un peu lancée sur la scène littéraire, je veux dire comme ça, parce qu'il y avait quelque chose du lancement, hein, et puis rabat ce qui peut. C'est son premier roman. Non, mais il y avait quelque chose de... On va en parler tout à l'heure aussi, de s'exposer dans cette dénonciation tout de suite. Son premier roman, donc Chienne, a été aussi finaliste au prix littéraire du gouverneur général, au prix du CAC. C'était une œuvre qui dénonçait une structure familiale d'abus. Et il y a eu tout de suite la nécessité de demander à l'autrice si elle était aussi la narratrice. Il y a eu tout un jeu qui a voulu faire en sorte que la dénonciation devait être renvoyée à un réel. Hein? Donc ça, c'était important. Et puis, Marie-Pierre a publié 3 ans plus tard, je crois, c'est un essai féministe qui s'appelle « Armer la rage pour une littérature de combat ». Et donc, c'est autour de ces deux livres qu'on va parler. Mais je crois pour toi, et c'est avec toi qu'on va commencer, parce que pour nous, ce qui m'intéresse, c'est
À un moment donné, tu vas parler du pouvoir de la littérature, du pouvoir d'action de la littérature, et même, il y a comme un fantasme dans le livre, je vais le dire comme ça, un fantasme d'écrivaine, hein, pas un fantasme personnel, que la littérature va peut-être changer les choses et à un moment donné, l'essayiste dans ce texte, cette voix se dit, mais si ça n'arrivait pas, si ça n'arrivait pas à faire assez de mal, mon texte, de mal aux personnes que l'on veut dénoncer. Alors, j'aimerais commencer cette question pour vous trois. Quel pouvoir voyez-vous dans la littérature qu'il n'y aurait pas dans la vie? Parce que dans la vie, je pourrais aller dénoncer des gens, je pourrais aller militer, etc. Quel est le pouvoir du littéraire ou de la littérature face à cette violence-là que vous trouvez nécessaire? Ben moi, je pense que le grand pouvoir de la littérature, c'est la question de la liberté, là. Donc déjà, le titre de la table ronde aujourd'hui, c'est écrire l'agression, mais il y a la dénonciation de l'agression qui fait partie pour moi de la démarche d'écriture. C'est ce que j'essaie de faire en littérature, vraiment d'être dans une dénonciation littéraire. Donc ça veut dire que ce n'est pas une dénonciation qui est juridique. Je ne suis pas tenue à la vérité factuelle, je ne suis pas tenue à la bonne foi. La narratrice dans Chienne espère tellement que le livre tue sa famille au complet. Donc tout ce pouvoir-là de la littérature qui a un impact sur l'imaginaire. Je trouve que c'est ça le pouvoir, c'est la question de la liberté, puis vraiment de pouvoir se réapproprier la narration du trauma. Puis le plaisir aussi, parce que dans la dénonciation, dans la juridique, par exemple, dans la dénonciation sociale, il y a très peu de plaisir. C'est une épreuve vraiment, vraiment une marche de la combattante. Là. C'est extrêmement difficile et souffrant et on a beaucoup de critiques par rapport au système judiciaire au Québec encore. Mais dans l'écriture, il y a un plaisir de l'écriture, de trouver la justesse. Donc pour moi, vraiment, ce pouvoir-là passe vraiment par la question de la liberté et du plaisir. Je pense qu'en écrivant mon premier livre, Soudain Minotaure, qui est vraiment mon roman le plus noir, j'ai pas ressenti le besoin de retourner dans des zones comme ça après. Puis même, tu sais, des fois, quand on m'invite à en parler, je suis comme « Ah non, pourquoi celui-là? » Mais je l'aime quand même. mais ce livre-là a été super important pour moi parce que c'est ça, c'est que il m'a permis aussi le pouvoir de la littérature. Tu sais, moi, je n'avais pas présenté le livre au départ comme une autofiction. Même si on était à une période où l'autofiction était très présente. C'est un livre qui a été publié en 2002. Et moi, j'admirais tellement Marcie Labrèche, Guillaume Vigneault, Emmanuel Turgeon, tout ça. J'étais étudiante à la maîtrise avec Louise Dupré, puis on était dans cette époque-là d'autofiction, puis souvent on ouvrait les livres et c'était écrit autofiction. Puis c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit moins aujourd'hui. Il y a le mot récit, tu sais, en anglais, ils ont creative non-fiction. Et moi, j'avais vraiment pris la décision, j'avais pensé beaucoup de ne pas révéler l'ancrage au réel, parce que je trouvais que ça, dans mon cas, juste dans mon cas à moi, que ça orientait la lecture d'une façon, tout de suite en partant. Puis moi, c'était mon premier livre, j'avais pas envie que les gens substituent mon visage à celui du personnage. Je voulais pas qu'elle porte mon nom. Je voulais pouvoir aussi arranger des petits détails pour, si je trouvais que ça donnait un meilleur récit, même si le cœur battant du roman, c'était quelque chose que j'avais vécu et que je connaissais très bien. Puis quand j'ai commencé à écrire ça, je ne l'ai pas fait pour, mettons, tu sais, pour faire une sorte de thérapie, tu sais, puis souvent on snob ça, surtout dans les contextes universitaires, mais pourquoi pas, tu sais, puis il y a plein de monde qui le font, qui publient pas, puis l'écriture leur fait du bien, mais c'était pas ça mon approche. Mais par contre, après avoir écrit ce livre-là, dans lequel je me suis mis, oui, dans la posture de la victime, mais aussi dans la position de l'agresseur, c'est un diptyque. Les deux parties ont le même nombre de chapitres, le même nombre de pages. Donc, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas dire que c'était une autofiction, parce qu'il y a quand même l'autre personnage qui est super important. Puis là, j'arrive à... Je vais conclure, là. Ça s'en va quelque part, tout ça. Mais bref, c'est comme si cet événement-là, je l'avais enfermé dans le livre et vraiment distancié de moi, plus que si j'avais fait une thérapie ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est fascinant. Je n'ai pas réussi à expliquer ça, mais c'est comme si tous les petits nœuds sensibles avaient été coupés, puis qu'il y avait quelque chose d'emprisonné dans ce livre-là. Je suis capable de le relire, tout ça, ça me fait pas mal, mais vraiment, j'ai comme brûlé une blessure en écrivant ce livre-là.
Et pour moi, c'est ça, le pouvoir de la littérature. Bon, alors le pouvoir de la littérature, bon, évidemment, la littérature, c'est un lieu, tantôt Marie-Pierre l'a dit, de liberté absolue, mais c'est aussi un lieu privilégié pour rendre compte de ce qui a été effacé, exterminé, oblitéré finalement dans les discours du réel quand on parle de la dénonciation ou quand on parle du témoignage. Donc en ce sens-là, la littérature, c'est ça son pouvoir, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et aussi, bon, on est dans le langage, aussi on est dans la transmission, on peut faire des rapports entre, en tout cas moi, ce que j'ai fait dans mon dernier livre, puis dans d'autres livres aussi, c'est d'établir des connexions entre les générations, les traumas intergénérationnels, et de trouver, parce que la littérature, c'est aussi une forme de vérité, c'est notre vérité. Donc, ce n'est pas un point de vue, c'est la vérité, ce qu'on appelle la vérité littéraire. Donc, c'est un peu, quand on parle de l'indicible, c'est un peu ça aussi. Donc, c'est dans cet espace-là qu'on peut vraiment déconstruire l'agression. Il y a différentes manières de le faire. Peut-être qu'on va en parler plus tard, dépendamment de la forme que ça peut prendre, du genre. Je n'aime pas parler de genre littéraire, là, mais en tout cas, quelle forme on va choisir pour exprimer. Mais ça nous permet de trouver cette vérité-là qu'on ne trouve pas dans un discours plat, et un discours aussi qu'on peut à la longue minimiser, donc qui va être complètement mis de côté. Donc ce côté-là sensationnaliste qui peut, par exemple, dans les médias là, traditionnels ou autres, qui peut faire une bombe, mais cette bombe-là, elle éclate super vite, puis ensuite on passe à une autre bombe, puis celle-là est complètement oubliée. Donc la littérature permet cette connexion avec le passé, le présent et le futur aussi, c'est ce que je crois. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire, pour moi, d'entendre comment le pouvoir de la littérature revient. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'à un moment donné, on avait oublié cette idée-là et que, justement, dans écrire l'agression, dans ce pouvoir de dénonciation, peut-être pas dénonciation quelqu'un, mais dénoncer quelque chose, hein? Cette culture du viol qui est très importante dans ton texte à toi, Marie-Pierre, puis chez les autres aussi, mais je veux dire, toi, le mot est tout de suite utilisé. J'ai envie de dire, quelle est la tâche au réel? C'est-à-dire, pour qu'il y ait du pouvoir littéraire, il y a une attache au réel qui parfois, Carole le disait, parfois est un peu médiatique. C'est-à-dire, vous avez été, même peut-être toi, tu l'as dit, toutes les deux, vous étiez jeunes, c'était votre premier roman, qui était un roman qui parlait d'agression. Vous avez été un peu lancé dans la fosse au lion. Hein, est-ce que ça leur est arrivé? Comment ça leur est arrivé? Est-ce que c'est exactement comme ça? Il y a tout un rapport. Je ne parle pas du juridique simplement, je parle on veut savoir comment ça va faire effet sur la réalité, alors que cet effet-là, il se confond beaucoup avec l'effet de la lecture. Tu vois, c'est-à-dire que en lisant, par exemple, Marie-Hélène, en lisant Soudain le Minotaure, il y avait quelque chose d'insoutenable à entrer dans la tête de ce protagoniste homme. Écrit au jeu. Écrit au jeu, ouais. Tout à fait. Il y avait quelque chose d'insoutenable. Cette claque-là, je la reçois peut-être pas toujours dans l'espace médiatique, parce que tout de suite, c'est est-ce qu'elle a vécu ça? La première personne, l'autre personne, comment elle connaît. C'est ce rapport au réel qui me semble à la fois, on a toujours envie de l'évacuer, puis en même temps, c'est comme ça qu'on cherche toujours à vouloir faire que la littérature, ça soit peut-être juridique quand même, que peut-être ça puisse servir à quelque chose, que justement la mémoire va être réparée, etc. J'ai envie de vous entendre sur ce rapport au réel, puis les précautions que vous prenez en écrivant, précautions à la fois d'écrivaine, mais précautions aussi, comment protéger la littérature de ce sensationnalisme, parce que c'est pas tout à fait ça que vous voulez, même si on peut jouer là-dessus. Mais c'est vraiment intéressant comme question parce que ça me fait penser à deux choses. Déjà, le rapport au médiatique, c'était vraiment une grande anxiété que j'avais avec la sortie du livre. Mon éditrice m'avait très bien préparé à tout ça, comment on avait beaucoup parlé ensemble sur le langage à utiliser, vraiment ce souci-là pour quand même se protéger aussi, parce qu'il faut se
protéger d'une poursuite en diffamation, pour dire les choses directement. Puis, sauf que moi, j'ai vraiment une très grande peur d'être capturée par le langage de l'autre. Donc, j'ai vraiment placé quand même la question du réel au devant de moi dans les médias. Je voulais que le mot autofiction soit sur le texte. Je voulais qu'on comprenne bien que que le jeu de la narratrice, il était construit, qui passait par des effets de fiction, mais qu'il me ressemblait vraiment beaucoup sans tout à fait être moi. Puis c'est vraiment une question de le porter au devant de moi pour ne pas être capturé. Puis évidemment, il y a des discours qui sont créés sur nos textes, sur nous, il y a des analyses, il y a des critiques, donc évidemment que le texte, il est repris, mais je voulais pas que ma personne, mon intimité, elle, puisse être reprise sans que j'ai eu mon mot à dire. Donc ça, c'était vraiment une question importante pour moi, donc je l'ai vraiment mis au devant de moi sans gêne. Puis dans l'écriture, comment j'ai vraiment quand même protégé mon intimité en utilisant des recours de cette fois-là qui passent vraiment par la littérature. Donc en disant, par exemple, dans Chienne, qu'il y avait un souvenir qui est inventé, en ne disant pas lequel est inventé. Déjà, j'utilise le mot souvenir, donc ça laisse sous-entendre que tout est des souvenirs. Il y en a un qui est inventé, le lecteur ou la lectrice ne peut pas savoir lequel est inventé, donc ça vient ébranler toute la validité, la vérité de tout le texte. Donc ça, c'était vraiment des stratégies que j'ai utilisées dans l'écriture elle-même pour venir protéger mon intimité. Puis aussi, une autre chose, je m'excuse après, je laisse la parole, mais c'est aussi que des fois, j'ai l'impression que quand il y a des gens qui m'approchent puis qui ont lu le livre ou qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression qu'ils vont vraiment bien me connaître puis qu'ils ont eu accès à mon intimité. Sauf que mon intimité, je ne la loge pas dans la violence qu'on m'a fait subir dans ma vie. C'est pas là que je me situe comme personne. Puis vraiment, c'est vraiment pour moi ce qui est intime puis qui m'appartient vraiment beaucoup, c'est la question vraiment de tout ce qui est l'émotion, donc vraiment les séquelles, par exemple, de l'enfance, les séquelles des traumas, toute cette dimension-là, c'est vraiment ça, c'est très intime pour moi, puis c'est pas une chose qui est nécessairement dans le livre, même si je peux en traiter. Puis je trouve que la littérature, ça permet vraiment de venir gérer une émotion à la fois, de lui donner une forme, puis cette manière-là dont on peut avoir du contrôle avec l'émotion, venir vraiment la raffiner, lui donner une forme, puis ça permet de venir transmettre le trauma, parce qu'il y a quelque chose d'indicible vraiment dans le trauma dans la littérature. Puis cet indicible-là, pour moi, on peut réussir à en faire comprendre quelque chose au lecteur ou à la lectrice par la justesse puis la forme qu'on donne à cette émotion-là. Alors que si je devais parler pour vrai, en toute sincérité, avec ma personnalité d'un souvenir traumatique de mon enfance, par exemple, il n'y aurait pas de raffinement au niveau émotif, ce serait vraiment une surcharge. Puis ça, c'est mon intimité. Ça, c'est une chose à laquelle personne n'a accès. Donc, c'est très, très paradoxal quand même, la question de l'intimité, parce que j'ai vraiment mis au devant de moi, je fais de l'autofiction, voici qui je suis, je veux survivre à toute cette histoire, puis en même temps, c'est pas tout à fait là que je suis comme personne. Ben, moi, je m'attendais à me faire poser des questions sur l'ancrage au réel de mon histoire puis tout ça quand j'ai lancé mon livre, mais souvent quand on est un jeune auteur, ben on se fait pas vraiment interviewer, c'est plus des critiques du livre. Donc, j'étais vraiment prête, je m'étais préparée à répondre à toutes sortes de questions, tout ça, puis c'était vraiment important pour moi je voulais pas révéler ça, pas tant que je voulais le cacher, mais je voulais vraiment que ce livre-là soit pas lu de cette façon-là. Et finalement, personne ne m'a jamais posé la question directement, est-ce que c'est toi, est-ce que nanana? Et puis, moi, je m'étais dit, si on me la pose directement, je vais répondre. Mais c'est comme si on n'avait pas vraiment osé aborder ça, peut-être en voulant rester délicat ou en n'osant pas y aller. Puis c'était bien correct, j'étais quasiment contente de ça. Mais là, je le révèle quand même dans la nouvelle version 20 ans plus tard. Et puis, j'ai mis une postface où j'explique des choses parce que je trouve que le contexte dans lequel on écrit a beaucoup changé en 20 ans. Et c'est drôle, mais en fait, non, c'est pas drôle. C'est que l'histoire que je raconte, l'histoire de violences faites aux femmes, tout ça, il n'y avait absolument rien à changer. C'était comme intact, ça pas mal... C'est resté pareil, il n'y a rien qui a changé. Il y en a autant, aussi pire, tout ça. Mais, tu sais, j'ai voulu changer, par exemple, il y a des références à de la musique, puis là, ce livre-là, tu sais, je faisais référence à des CD, tu sais, même à des cassettes, tu sais, des supports qui nous semblent tellement archaïques aujourd'hui que je trouvais que ça amenait un petit côté vieillot à mon histoire, puis c'était tellement des détails faciles à flouter que j'ai tout enlevé ça.
ça, c'est pas quelque chose, c'est pas des éléments constitutifs de l'histoire, mais il y a des façons de dire les choses aussi. J'ai remarqué que il y a des affaires qui passent moins bien aujourd'hui, même du point de vue d'un personnage blessé, victime. Je me relisais, je m'étais pas relue, puis je me relisais, puis j'étais comme, ah, ça, non, ça, je pense qu'on vit dans un monde beaucoup plus polarisé, où la moralité, même en littérature, est plus confrontante, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et puis, je me pose des questions que je ne m'étais pas posées il y a 20 ans. Mon personnage, je me suis mis dans la peau d'un agresseur, oui, mais cet agresseur-là, c'est un immigrant. C'est un immigrant d'origine guatémaltèque, tout ça, puis je pense que c'est quelque chose qui passerait vraiment mal en 2022, à cause de l'appropriation culturelle puis tout ça. Même si, pour moi, puis ça, cette démarche-là, je ne l'avais pas révélée, mais il y a eu quelque chose de très libérateur et vraiment particulier dans mon besoin de comprendre, puis l'absence totale de réponse, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais se mettre d'aller aussi près d'un personnage qui échappe à la compréhension. Il y a eu quelque chose d'assez satisfaisant pour moi parce que j'ai fait des recherches, tout ça. Je ne l'ai pas inventé comme ça. Puis j'ai mis en scène aussi un pays que je connaissais bien, où j'étais allée, tout ça. Une langue aussi que j'avais apprise dans mes études, l'espagnol, mais je sais, parce qu'on me l'a dit, que ça peut être dérangeant en ce moment, quelqu'un qui fait ça, qui s'approprie un vécu d'immigrant puis qui le met en scène. Fait que pour certaines personnes, je pense que cette partie-là est quasiment plus choquante oui. que d'autres, étonnamment. Puis je me demande aussi, puis je ne me posais pas cette question-là quand je l'ai écrit dans les années fin 90, mais est-ce qu'un homme pourrait écrire un récit comme ça? Est-ce qu'un homme aurait le droit de se mettre dans la position d'une femme agressée et dans la position d'un agresseur en utilisant le jeu? J'ai pas vraiment de réponse. Si quelqu'un voulait le faire, la littérature permet, mais je veux dire, je pense qu'il y aurait comme beaucoup de réactions. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pensais justement parce qu'il y a quand même... C'est un texte, mais en même temps, il y a tout un rapport au réel qui est quand même là, parce que justement, il faut le porter parce qu'on est des femmes, ou etc. Je pensais à un exemple dans la littérature, c'est Benjamin Wilkomirski, qui a écrit un fragment. Il invente, mais on ne le sait pas, quand le livre est paru, on a cru qu'il avait été un enfant qui était allé en camp de concentration. C'est un extraordinaire livre, hein? Mais c'est pas vrai, il n'y a pas été. C'est vraiment, on l'a su par la suite. Il y avait aussi cette femme, j'oublie son nom, Fonseca peut-être, qui avec les loups, je ne sais plus le titre exactement, ça me revient, mais elle aussi, elle aurait été élevée par des loups, c'était pas tout à fait vrai. Pourtant, c'est des livres qui... alors, ça m'intéresse parce que la littérature... Cet homme, c'est vraiment très intéressant, son livre, lisez-le, c'est vraiment très bon sur le... Et puis c'est des fragments, c'est une forme, il s'expliquait, je fais des fragments parce que je ne peux pas dire le trauma, etc., etc. Et puis, finalement, c'est pas vrai. Mais vous savez, il y a aussi une légitimité du réel qui permet de dire ça. En même temps, tout à fait, quand je te lisais, je me disais, mais est-ce qu'un homme pourrait écrire ça? Mais j'ai envie de le dire comme ça, c'est comme, quelque part... Il y a une grande liberté parce que tu t'es permis dans ton texte, comment dire, il n'est pas tout le temps coupable, cet homme. C'est-à-dire, il y a des moments où il est un peu normal. Il est un peu bête, comme normal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'en as pas fait un portrait simplement monolithique, etc. Il y a vraiment... je ne sais pas si tu te l'as approprié. Moi, c'est une question qui m'intéresse pour la légitimité du littéraire dans la scène sociale. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, et ce que je trouve le plus violent dans ton texte, c'est les moments où j'ai presque la sympathie pour lui. Tu sais, c'est vraiment... Là, je me dis, mon Dieu, elle s'est permis quelque chose. Est-ce qu'on se le permettrait maintenant aussi? Je ne sais pas, tu vois. Mais à l'époque... Puis on reviendra sur pourquoi tu as changé de place. On va revenir sur les formes. Carole, je voudrais t'entendre sur cette question. Sur la question du réel, oui. Du rapport avec le réel. Oui. Ben, dans mon cas, pour ce dernier livre, c'est le rapport au réel, c'est vraiment le rapport à l'histoire. Mm-hmm. Donc, j'ai choisi une forme hybride. Donc, j'ai fait alterner prose et poésie.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire référence à des faits historiques, documentés, une espèce de ce qu'on appelle la vérité historique. Et à partir de là, d'écrire des poèmes, ben on ne sait pas, c'est moi, c'est pas moi, évidemment. C'est ça qui est intéressant aussi, là. C'est tout ce côté-là crypté, ce côté-là qui se transforme tout le temps, qui est toujours comme en déplacement. Donc, c'est la poésie aussi qui permet ça. Donc, il y a des faits très, très historiques avec des dates, puis il y a d'autres faits qui font plutôt référence à ce qu'on appelle communément, que j'aime vraiment pas, ce qu'on appelle le fait divers. Et bon, pendant longtemps, moi, c'est une réflexion que j'avais eue un peu là, quand j'écrivais ce livre. Pendant longtemps, on a dit que les féminicides, c'était des faits divers, comme, tu sais, crime passionnel, drame conjugal. Puis on dit encore ça aujourd'hui, je l'ai lu, je pense encore aujourd'hui. Donc, moi, c'est important. J'ai écrit un livre, finalement, sur les féminicides. Et c'est drôle, les quelques entrevues que j'ai faites, on m'en a jamais parlé. Donc, c'est quand même assez fort, là. Donc, ce qu'on me dit, c'est que j'avais écrit un livre sur Rome puis sur l'Italie. Bon, OK, oui, c'est vrai, il y a beaucoup, ça se passe, il y a beaucoup de références à Rome, évidemment, dans le livre, mais c'est pas un livre sur Rome, désolé. Et donc, on n'a jamais abordé, alors que moi, je l'ai abordé de façon très frontale. Dans mon livre, il ne peut pas y avoir plus frontal que ça. C'est quand même assez évident. Donc, j'ai écrit un livre sur les féminicides. Et quand c'est un peu le contraire. Donc, vous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut savoir c'est quoi le rapport avec le reste. Ça t'es-tu arrivé? C'est-tu comme ça? Puis, bon, on va être intime avec toi, puis on a l'impression de te connaître, tout ça. Alors, moi, c'est tout à fait le contraire. Donc, moi, j'ai joué ça différemment à cause de la forme que j'ai utilisée. Donc, moi, ça à quoi on va me ramener, c'est à Rome, c'est à mes origines maternelles. Donc, t'es allé souvent, donc à Rome, donc oui, telle année, telle autre année. Donc, là, à ce moment-là, il y a comme, c'est vraiment, moi, j'étais estomaquée, il y a vraiment un renversement par rapport à la réalité. Okay? Donc, ça fait pas... pourtant, je me dis, c'est de la poésie, c'est sûr qu'on a toujours peur de poser des questions sur la poésie. Quand on parle de poésie dans les médias ou surtout à la radio, donc on va se raccrocher au réel. Donc, on va se raccrocher à quelque chose pour ne pas parler vraiment du langage, ne pas parler du travail formel. Donc, là, je me dis, ben quand même, on se rattache à quelque chose de réel, donc à l'histoire. Et non, donc une évacuation complète du sujet du livre. Et moi, je trouve ça à la fois, bon, triste, je le dirais, mais je ne suis pas étonnée parce que c'est une question qui, d'une certaine façon, c'est une façon de faire aussi qui échappe. De toute façon, ça échappe tout le temps. Si on est dans le vrai réel, on veut avoir la certitude que c'est bien ça. Hein? La personne veut vraiment là, sortir de l'entretien puis dire « ben oui, j'ai raison, oui, c'est vraiment ça ». Ou bien c'est autre chose, ça glisse des mains, on n'ose pas, dire à la personne, à l'autrice, c'est vraiment sur les féminicides, c'est quoi cette histoire-là, c'est quoi cette comtesse-là, c'est quoi cette peintre-là. Donc, c'est quand même des réactions intéressantes. C'est une preuve que la littérature va quand même assez loin. Et moi, je suis très, très contente de ça aussi en même temps. C'est frustrant, mais en même temps, on dit il y a quelque chose de la littérature qui échappe aux gens. Okay? Donc, il n'y a pas de prise, finalement. On pense qu'il y a une prise, mais il n'y en a pas. Donc, mais il y a différentes façons... Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est comment aussi pour qu'un livre puisse passer, parfois il faut qu'il passe pas par une voix qui soit tout à fait manifeste. Il y a une voix qui... Bon, moi, ton livre m'a fait énormément penser à un manuel de poétique à l'usage des jeunes filles. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose, je te dis comme ça, il y a quelque chose à la fois de très poétique, c'est des tableaux de femmes, etc. Puis la violence,
arrive. Oui. Tu vois, la violence arrive dans ces tableaux, dans ces hagiographie. Il y a, à un moment donné, il y a même Sainte Béatrice, etc. Et la violence arrive. Et puis, il y a une autre idée aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le nombre de femmes, la communauté des femmes. À un moment donné, tu écris les moniales jadis séquestrées joignent nos meutes, la question de la meute, la question des brigades rouges, l'organisation des femmes. Il y a ça aussi beaucoup sur la sororité. J'ai l'impression que peut-être un peu moins dans ton œuvre. Dans ton œuvre, il y a une gang d'amis, mais il n'y a pas de sororité. Hein, on a l'impression que c'est deux voix l'une contre l'autre, la voix de l'homme et la voix de la femme. Mais ce qui me semble... je vais arriver à la femme, c'est quelle communauté créer dans l'écriture. J'ai l'impression qu'il y a à la fois dans les je vais dire personnages, je vais le dire comme ça, d'accord, dans les figures qui apparaissent dans ton texte, il y a une communauté, puis il y a une caisse, ton texte est comme une caisse de résonance pour beaucoup de douleurs du passé qui n'ont pas été reconnues. À un moment donné, j'ai mal lu ton texte, puis c'est marqué la villa avoue ses crimes, et moi j'ai lu la ville avoue ses crimes, et je me suis dit, c'est ça ton texte, tu fais avouer à Rome ces crimes, hein, et j'avais l'impression que j'ai envie de t'entendre sur la forme, justement. Quelle forme, et puis quelle communauté veux-tu... Il y a comme un imaginaire de la communauté à travers ton texte, quand même. En tout cas, moi, j'ai pu me blottir dedans. Ben oui, c'est évident. Puis le rapport que tu établis avec Manuel de poétique, c'est un peu, évidemment, j'utilise souvent, les mêmes stratégies. Donc, c'est sûr que là, j'ai créé une communauté de femmes. J'ai rassemblé des femmes qui, parfois, n'avaient aucun rapport entre elles. Donc, ça, c'est un autre pouvoir de la littérature. Donc, je peux faire ça. Je peux aussi mentir. Je peux choisir de façon très, très subjective tel épisode pour que ça, évidemment, que ça forme une communauté qui soit comme un peu inédite. Parce que là-dedans, il y a aussi... il y a Monica Vitti, il y a des actrices, il n'y a pas juste, il y a des peintres. Et il y a aussi toute la question, justement, du politique. Quelqu'un m'avait demandé, qu'est-ce que ça fait dans ton livre Aldo Moro? Donc, Aldo Moro qui a été exécuté par les Brigades Rouges. J'ai dit, c'est parce que quand on parle des Brigades Rouges, on ne parle jamais des femmes. Mais il y avait des femmes dans les Brigades Rouges. Donc, il y a toute une partie, tout un chapitre là-dessus sur les années de plomb. Donc, les femmes sont là, mais elles sont aussi absentes parce que même, j'en parle même pas. Il n'y a pas de nom, je n'ai pas donné de nom. Mais c'était un chapitre pour moi très important de ces femmes absentes qui faisaient partie des Brigades Rouges, donc qui ont quand même eu des rôles très importants et qui ne sont jamais nommées. Et le cadavre d'Aldo Moro dont je parle dans mon recueil, c'est aussi ça en même temps, c'est-à-dire que ça fait référence à cette absence-là. Donc, c'est sûr que c'est pas évident comme ça, peut-être à comprendre, mais il y a aussi tout cet aspect-là du politique qui est dans le livre. Là. Ton rapport au terrorisme, qui était là, des terroristes, qui a toujours été là dans ton travail. Oui, dès le premier livre. Exactement. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a... Puis parce que je trouve qu'il y a quelque chose du terrorisme dans ton texte, c'est-à-dire, moi, je me suis trouvée bien parce que j'avais l'impression qu'il y avait une communauté qui pouvait être faite, mais je me disais, il y a quand même quelque chose de ressortir tous ces cadavres de cette Rome splendide, hein, parce que tout le monde veut que ça soit un beau voyage à Rome que tu aies fait, et donc, mais ressortir tous ces cadavres, il y a quand même quelque chose d'acte excessivement violent que tu nous l'as... Tu sais, c'est comme si tu nous faisais un charnier de Rome, un charnier de femmes. Mais Rome est une ville très violente. Oui, mais c'est vraiment toutes ces femmes-là qui sortent des tombeaux, puis que tu arrives à... Tu sais, il y a quelque chose d'une présentation un peu terrorisante, quand même, de Rome, si on te lit bien, là, je crois. Oui, bien, c'est le fait que je voulais produire. Exactement. Donc, Rome, c'est pas une ville... c'est une ville, hyper touristique, là, c'est évident de dire ça, mais en même temps, c'est une ville qui est très violente quotidiennement.
où on se fait quand même sur la rue, il y a des micro-agressions, c'est quand même une ville au quotidien qui n'est pas facile. Donc, il y a une violence qui est très différente de la nôtre, mais c'est une violence à laquelle il faut s'habituer. On ne s'habitue pas à ça, avec laquelle il faut composer. Et c'est dans tout ce qu'il y a dans Rome, quand on comprend un peu, c'est cette violence-là on comprend que c'est une autre forme de violence qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne voudrait pas connaître, mais qui nous est exposée quotidiennement et dans la rue, et dans les musées, et dans les rapports qu'on peut avoir avec les gens quotidiennement. Marie-Pierre, toi aussi, il y a quelque chose de très horrifiant ou terrorisant, particulièrement dans Chienne, et pourtant, c'est pas le mot terroriste que tu emploies, hein, c'est-à-dire c'est vraiment le combat. C'est-à-dire une guerre beaucoup moins, comment dire, dans le terrorisme, il y a un rapport de force qui est quand même inégal, et puis le terroriste prend des otages, ou justement, la guerre peut pas être directement, il faut un tiers pour pouvoir frapper la cible parce qu'on ne peut pas la frapper. Toi, quand même, il y a dans ton idée l'idée de la guerre, l'écriture comme combat. Et j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je vais le dire comme ça, moi je suis pas sûre que Chienne, ça soit juste du combat. Mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai l'impression que dans Chienne, il y a autre chose, mais mais j'ai envie de t'entendre sur cette idée du combat qui est tellement importante pour toi. Oui, c'est vraiment, vraiment central dans ce que je fais dans l'écriture, puis aussi dans ma vie personnelle, la question de la lutte, la survie, combattre. Puis le combat par la littérature, c'est vraiment la question de prendre la parole, donc de refuser le silence, d'écrire « je ». Quand j'écris les 2 livres dans le cadre de mes études de maîtrise à l'UQAM, j'étais dirigée par Martine Delvaux. Puis c'est une des questions que j'ai posées le plus souvent, je pense, c'est est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit d'écrire ça à l'université. J'ai le droit de parler de ça dans un séminaire à l'université. Puis elle était tout le temps comme oui, t'as le droit. Puis c'est elle qui m'avait fait donner beaucoup de références aussi de lecture. Donc il y a vraiment toute la question de vraiment prendre le droit d'écrire. Quand j'ai lu le livre quand j'ai commencé à lire le travail de Chloé Delhomme, dans un de ses romans, elle parle de son changement de nom. J'étais en train de faire des démarches dans ma vie personnelle pour changer légalement mon nom de famille. Je connaissais personne qui avait fait ça autour de moi. Donc, ça vraiment, la littérature est venue me donner des permissions au niveau de ma vie intime, puis au niveau vraiment toute la communauté avant moi qui était passée de femmes qui avaient travaillé sur la violence m'ont donné la permission de l'écriture. Puis cette permission-là que j'ai prise, puis avec laquelle j'ai pris un grand plaisir d'écrire d'écrire ce que je pensais que j'avais pas le droit d'écrire. Ça, pour moi, c'était ça le combat. Vraiment, d'aller écrire ce que je pense que j'ai pas le droit d'écrire, puis ce que je pense qu'il se dit pas, qu'on devrait pas dire, et que si je disais dans un événement social, les gens seraient vraiment mal à l'aise et réagiraient mal. Ben là, je vais le mettre dans la littérature, puis vous allez savoir ce que vous allez lire parce que c'est écrit derrière la 4e de couverture, vous savez à quoi vous attendre quand vous prenez le livre. Puis la question du combat aussi, je pense que c'est vraiment lié à la colère, là. C'est vraiment une émotion que j'accepte volontiers, que j'aime beaucoup, que je trouve très positive, que j'aime mettre dans tous les livres. Et dans ma vie personnelle, j'aime vraiment la colère. Donc, c'est vraiment aussi la question du combat, dans la question vraiment aussi de la réappropriation qui passe par la colère, qui fait cette colère-là qui m'habite vraiment, qui fait que je me lève le matin puis que je vais continuer d'écrire, même si c'est vraiment difficile et challengeant. Donc, c'est vraiment lié là, c'est vraiment l'écriture elle-même pour moi qui fait combat. Puis ça touche aussi tellement la question du combat de justement cette question de la communauté, l'héritage, de pas aller dans l'oubli, de lutter contre cet oubli-là, de lutter contre le tabou. Donc on vous pose pas des questions sur les féminicides dans un livre qui traite de féminicide. Ça en dit vraiment long sur quand même nos problèmes de société. Fait que c'est vraiment essentiel la question du combat. Je pourrais jamais assez le dire. Là. Non, mais quand je te disais que Chienne était peut-être pas tout à fait c'est combatif, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de terroriste aussi, c'est-à-dire que tu travailles beaucoup sur la question du combat, puis moi le combat c'est toujours on sait qui est l'adversaire. Oui. Tu sais, alors que j'avais l'impression que dans Chienne le texte ne savait pas tout à fait qui était l'adversaire. Oui, je devais dénoncer, mais l'espace qui était créé par le texte, c'est-à-dire que moi, je recevais des coups de poing sans savoir. J'étais un peu les dommages collatéraux, disons-le comme ça. Tu sais, où je savais pas toujours. Il y a une bombe là-dedans et on ne sait pas s'il y a pas. Le lecteur peut exploser lui aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a des victimes dans le texte que tu n'as
pas nécessairement qui vont partir de cette action terroriste, parce que c'est pas si facile de démolir, l'ennemi. Voilà. Mais c'est intéressant la question des lecteurs, lectrices aussi, parce qu'il y avait quand même... J'avais conscience qu'il y avait une charge quand même dans le texte, puis ce qui était vraiment important pour moi, c'était la lucidité, puis que la narratrice vraiment soit le plus lucide possible et qu'elle soit impitoyable. Donc ça aussi, c'était vraiment important pour moi. Je voulais qu'il y ait le moins de nuances possible. Je voulais vraiment que ça frappe les lecteurs et lectrices au niveau de l'imaginaire, puis d'arriver à trouver qu'on puisse en comprendre quelque chose. C'est tellement difficile d'expliquer c'est quoi un contexte familial dans lequel on est terrorisé en tout temps. C'est vraiment difficile à faire comprendre ça parce que la répétition de la violence est vraiment au quotidien. Puis quand il n'y a pas de violence, il y a quand même la crainte que la violence arrive. Donc j'en parle dans les sites, cette question de le microcosme, macrocosme. Puis, fait que je voulais vraiment qu'on arrive à en comprendre quelque chose. Puis ça vient, pour moi, c'est une question de pas nécessairement venir heurter le lecteur ou la lectrice, mais de venir... Mais quand même. Mais quand même. C'est là que je veux te dire, puis moi, je suis contente d'être heurtée, là. Mais je suis pas du tout... Tu comprends, c'est pas un reproche, mais c'est-à-dire, pour moi, le texte va frapper... parfois là où il faut pas, mais c'est parce que c'est peut-être là quand même qu'il faut frapper. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être ça qui va faire qu'on va se réveiller. J'ai l'impression qu'il frappe un peu partout. J'aime beaucoup ça, mais je te trouve que le deuxième texte, c'est beaucoup plus un combat que tu vois loyal, alors qu'il y avait de la déloyauté dans la chienne. Moi, je comprends, mais c'est vraiment intéressant aussi parce que je pense que dans Chienne aussi, j'avais cette idée que personne ne veut jamais en entendre parler. Je ne peux pas en parler. Quand des gens, dans des événements, racontent des souvenirs d'enfance, ça me fait penser des fois à un truc que je raconte, tout le monde est mal à l'aise. Je suis comme, oui, OK, non, ça, c'est pas approprié, je peux pas en parler dans tel moment, je peux pas dire telle chose en riant parce que les gens trouvent ça vraiment trash puis je serais pas censée en rire. Fait que je suis comme, avec ce livre-là, vous allez en entendre parler, vous allez avoir des images précises, concrètes, qui vont passer par des actions. J'ai essayé qu'il y ait le moins de métaphores possible. Je voulais vraiment que ça passe par des actions, vraiment. Fait que c'est vrai qu'il y avait peut-être quelque chose qui visait à faire mal ou à vraiment obliger à ce qu'on m'entende. Puis, ouais, peut-être que ça fait des victimes collatérales. Tant mieux, oui, hein, c'est ça. Mais c'est intéressant comme question quand même, j'avais pas pensé à ça. Mais moi, je trouve qu'on n'en sort pas indemne. Et le lecteur, tu sais, c'est-à-dire, la lectrice que je suis, les lecteurs et les lectrices ne peuvent pas se dire « Ah, moi, je suis du côté d'elle, puis contre l'ennemi », c'est-à-dire que je suis aussi, je reçois des coups de poing dans la mêlée. C'est un peu ça que je sens, tu vois, dans ton texte. Toi non plus, le texte ne nous laisse pas indemnes, et particulièrement dans cet ordre-là. J'aimerais que tu racontes comment tu as changé l'ordre, et puis je vais te poser la question après. Mais tu sais, c'est des livres qui sont dérangeants. Ils peuvent pas ne pas l'être, tu sais. Puis effectivement, ces récits-là n'existent pas ailleurs, donc il y a de la place dans la littérature pour recevoir ces histoires-là. Moi, en fait, au début, quand j'ai écrit Soudain le Minotaure, j'avais commencé par écrire le personnage qui était près de moi, de Ariane, et ensuite, j'avais donné voix à l'agresseur. Puis je l'ai présenté dans cet ordre-là à mon éditeur, mais c'est un diptyque, donc les deux histoires se déroulent en même temps, peuvent être lues à l'envers, tout ça. Et puis, l'éditeur, à l'époque, c'était très différent, le paysage éditorial. Il y avait beaucoup moins de maisons d'édition, tout ça, puis il y avait moins de jeunes écrivains. Et moi, j'étais allée chez Triptyque, en fait, j'avais approché même 4, et il y en avait 3 qui étaient intéressés. Et sur les 3, on me proposait de travailler le texte de façon complètement différente. Donc, tout de suite, j'ai vu que, OK, c'est pas une science exacte, tout ça. Et j'aimais l'approche qu'avait Triptyque. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme mon éditeur m'a imposé quelque chose à moi, pauvre jeune autrice. J'y ai vraiment pensé longtemps. Et j'ai accepté de faire le changement, d'inverser l'ordre des parties pour qu'on commence avec la voix de l'agresseur et qu'on termine avec celle de Ariane, que j'aime pas appeler victime, que je trouve que c'est plus une héroïne. Ouais. Et puis, il y avait quelque chose de plus, de plus doux peut-être pour le lecteur, même si pas tant que ça, mais c'est que de finir avec un agresseur dans une sorte d'amoralité, c'était vraiment pas rassurant, puis c'est un livre qui est pas rassurant, puis la littérature a pas à être rassurante, en tout cas dans ma perspective à moi. Et puis,
Mais j'avais quand même accepté de faire ce changement-là. J'y ai pensé pendant un bon bout de temps, puis j'ai fait comme « Ah oui, OK ». Puis moi, à ce moment-là, tu sais, j'avais suivi plein de séminaires à l'UQAM sur Hubert Aquin, Nabokov, tout ça, puis j'aimais beaucoup le jeu avec le lecteur, puis le fait de déranger le lecteur, de ne pas être obligé d'être complaisant avec lui. Et j'avais envie, d'une certaine façon, de reproduire ça. Mais bref, on l'a publié dans l'ordre inversé, une modification qui prend 30 secondes, un copier-coller, mais qui change complètement l'œuvre. Puis ça, c'est possible avec la forme du diptyque. Et c'est 2 récits qui ont le même nombre de pages, le même nombre de chapitres, vraiment comme une sorte d'équivalence à ce niveau-là. Tu sais. Puis on pourrait demander, mais pourquoi lui a droit à autant de temps de parole qu'elle? Mais c'était comme ça dans ce livre-là, pas rassurant. Et puis, quand je l'ai... Ça m'avait toujours un petit peu, pas dérangée, mais je questionnais ce choix-là. J'étais pas convaincue. Et c'est vraiment le fun comme autrice de revenir sur un texte, parce que moi, je relis pas mes livres, tu sais, puis de se relire 20 ans plus tard, c'est vraiment un exercice particulier. Et j'ai trouvé ça immensément satisfaisant de le mettre dans l'ordre dans lequel je l'avais écrit pour créer l'effet que je voulais créer vraiment. Et parce que tout ça n'a rien de rassurant, puis il n'y a pas, tu sais, je veux dire, il y a de l'espoir de vivre un jour dans un monde meilleur, mais en 20 ans, il n'y a pas eu vraiment d'avancée. Puis, tu sais, tantôt, on parlait aussi, j'avais envie de rebondir sur la question de, tu sais, la communauté, tout ça. Puis, moi, au début, dans ce livre-là, ce que je voulais faire, c'est que j'avais écrit le personnage d'Ariane. Et ensuite, je voulais m'adresser à... Parce qu'il y a eu d'autres victimes de ce crime-là. Donc, je voulais écrire au-dessus une deuxième partie où je m'adresserais à un autre personnage féminin et une troisième partie à la troisième personne, donc au « elle ». Et puis, après avoir fait mon premier personnage au « je », j'ai été vraiment tout de suite très, très, très attirée par cette noirceur-là, par aller vers ça. Puis je travaillais avec... j'ai fait ce livre-là. Au début, c'était ma maîtrise en création. Je travaillais avec André Carpentier à l'UQAM. Et puis, il m'avait dit, mais tu veux vraiment aller là? Puis j'étais comme, oui, je peux pas résister à cette attirance-là. Puis pour moi, c'est super important parce que j'ai pu vérifier si la littérature était l'immense terrain de jeu que je voulais qu'elle soit. J'ai pu vérifier ça. Puis à mes propres yeux, à moi, j'ai vu que, OK, je suis capable d'inventer un personnage qui est tellement éloigné de moi. Donc, c'est comme si tout de suite en partant, j'avais vu à quel point c'était vaste. Puis là, après ça, j'ai plus senti le besoin nécessairement d'aller jusque-là parce que j'ai vu ça dès le départ. Mais pour ce qui est de la communauté, j'ai pas rassuré, j'ai pas sauvé, j'ai pas vengé des personnages féminins dans ce livre-là, mais je l'ai fait plusieurs années plus tard avec un livre que j'ai publié en 2021 qui s'appelle « La Desiderata », dans lequel je reviens sur le sujet de la violence faite aux femmes, mais d'une façon complètement différente. C'est une fable envoûtante, très sensuelle. On ne me voit pas venir du tout au début, là, on ne voit pas que je m'en vais là, mais là-dedans, il y a une espèce de renversement de l'ordre patriarcal. C'est toujours des pères, là, c'est un système avec plein de générations qui ont toujours eu un père qui élevait un type de cheptel. Et puis, en tout cas, il y a un personnage qui vient renverser un ordre, puis... moi, je considère que ce personnage-là a vengé Ariane, qui est dans Soudain le Minotaure aussi, en même temps qu'elle venge plein d'autres personnages dans ce livre-là. Donc, pour moi, ces 2 livres-là sont vraiment communiquent ensemble et se tiennent. Puis, ils n'ont pas rapport avec plein d'autres livres que j'ai écrits. Puis, j'étais surprise de voir que j'avais encore quelque chose à dire sur ce sujet-là si noir. Mais... tantôt, tu parlais de la littérature des camps de concentration, puis j'avais envie de revenir sur un livre qui m'a tellement marqué, puis qui est dans mon palmarès des 5 livres qui m'ont le plus marqué, c'est « L'écriture ou la vie » de Georges Semprun. Et lui, il a connu les camps de concentration, puis quand il est revenu, tout de suite, la question, c'était « OK, comment raconter l'événement? » Parce que ça, c'est vraiment écrire l'agression, OK, mais comment la raconter? Parce que c'est pas juste expurger quelque chose, c'est lui donner une forme. Il y a tout un travail créateur et artistique, il y a une distance par rapport à l'événement, il y a une construction. C'est pas quelque chose qui s'écrit tout seul, là, c'est pas de l'écriture automatique. Donc, ça, j'avais trouvé ça très intéressant de lire ça. Puis il y a un personnage qui lui dit, mais tu n'auras pas le choix d'en enlever une couche puis de mettre de la fiction dedans parce que si tu le racontes tel quel, il n'y a personne qui va te croire.
Donc, encore là, tu sais, c'est le pouvoir de la littérature va aussi dans ce sens-là, je pense, dans la fabrication du récit qui rend l'histoire possible. Dans la forme que l'on se donne, comme tu dis. Mais pour parler de forme, Marie-Pierre, tu défends beaucoup le fragment. Hein? Même tu le défends d'une façon en disant, on me dit, en fait, je vais mal te citer, mais tu dis, on me dit toujours que le fragment c'est facile, mais le fragment était nécessaire pour écrire Chienne. J'aimerais que tu nous parles de ça, parce que c'est tellement important la forme. Je ne sais pas si Chienne pourrait être un texte d'un bout à l'autre. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça s'est passé? C'est pas seulement le processus d'écriture, mais je veux savoir quelle est la place de la brisure dans cette écriture-là. Oui, c'est intéressant parce que la question du fragment, c'est vraiment central pour moi parce que j'essayais de traduire vraiment deux choses. Ma première intuition quand j'avais commencé la maîtrise, c'était, je voulais travailler sur le principe répétitif de la violence. Donc, je peux pas écrire un mémoire de maîtrise qui fait 800 pages. Donc, j'ai vraiment trouvé une manière de travailler sur la répétition de la violence dans la forme elle-même. Donc, je trouvais que le fragment, ça permettait on n'est pas dans un chemin linéaire, vraiment, avec un milieu, un début, une fin, comme le trauma fonctionne de toute façon dans le cerveau. Ça permettait vraiment au lecteur, à la lectrice de recommencer. C'est comme si à chaque page, on recommençait un autre souvenir, un autre moment, un autre espace. Il y avait cette dimension-là. Puis pour moi aussi, le fragment, ça prenait vraiment la logique au centre d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc, quand j'étais dans mon mémoire, pendant mes études de maîtrise, j'étais en syndrome de stress post-traumatique. Puis, quand j'avais des flashbacks, ça vient vraiment de manière ça revenait de manière très intense, avec beaucoup de vivacité, comme si j'y étais encore. Donc, je perdais vraiment complètement mes repères. J'en parle dans les scènes, il y a un moment où je suis arrivée au travail en me disant pourquoi ils hurlent depuis aussi longtemps, parce que j'entendais vraiment les hurlements de ma fratrie. Puis c'était vraiment comme si j'y étais encore. Puis c'est comme si j'avais l'impression, comment ça, elle les entend pas. Comme si c'était dans la pièce autour de moi. Fait que cette question-là, vraiment, du souvenir qui revient, qui est extrêmement envahissant, les souvenirs venaient comme s'il n'y avait pas d'avant, d'après, c'était vraiment détaché, je ne sais pas quel âge j'ai. Donc, tout ce rapport-là, vraiment la logique du syndrome de stress post-traumatique, je voulais que ça soit vraiment que je puisse le traduire dans la forme. Fait que c'était le fragment que ça me prenait. Puis la question de la forme, c'est toujours vraiment central pour moi. Je peux pas écrire si j'ai pas une forme en tête. Puis des fois, la forme, c'est vraiment une figure géométrique que je vais essayer d'aller reproduire. J'ai vraiment besoin d'avoir une forme pour écrire. C'est vraiment la chose c'est le point de départ. Si je l'ai pas, je peux pas écrire. Donc vraiment, le fragment, c'était central. C'est pour ça que quand il y avait eu une critique qui disait que c'était paresseux, ça m'avait vraiment heurté profondément, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est pas un signe de paresse, puis ça me prend tellement de temps à écrire, puis ça peut me prendre 4 heures à écrire une phrase parce que je veux vraiment qu'elle soit parfaite, puis j'ai vraiment comme un souci du détail, c'est très important, je me considère vraiment, vraiment pas comme une personne paresseuse. Fait que ça m'avait vraiment heurté sur tous les niveaux, la littérature, ma personnalité, ça m'avait vraiment heurté. C'est pour ça que j'en parle dans l'essai, parce que c'est le meilleur espace pour se défendre et contre-attaquer. Puis, ouais, donc le fragment, c'était vraiment c'était essentiel. Puis c'est drôle parce que le prochain livre que j'aimerais écrire, qu'il faudrait que je commence à écrire un jour, c'est pas le fragment qui m'apparaît comme la forme la plus importante en ce moment. C'est pas ce qui m'apparaît comme une vérité, le fragment. C'est vraiment, pour moi, la question du fragment, c'est pas juste parce que j'aime écrire le fragment ou c'est juste comme ça que je peux écrire. C'est vraiment, c'était lié à ce sujet-là, à ce livre-là très précis. C'était ce qui fonctionnait pour moi, tu sais. Tes fragments sont quand même de longueurs diverses. Il y en a un qui m'a complètement bouleversée, c'est une phrase. Bon, vous voyez, elle a des fois c'est 2 pages même, hein, il y en a même, puis une phrase, avant elle parle, il y a encore un trou dans le mur de la salle de bain du 2e étage, ça parle d'autre chose, et puis d'un seul coup, nos voisins n'ont-ils jamais rien entendu? Point d'interrogation, c'est le fragment, hein, sur cette page-là. Ça, c'est... Voilà, tu joues avec la longueur du fragment, c'est toujours le fragment qui frappe, mais des fois, il y en a qui ne frappent pas pour que celui-là frappe. Tu vois, je veux dire, il y a tout un art, justement, de la tactique pour faire exploser quelque chose. Tu sais, il y a des petites bombes comme ça. Voilà. Carole, est-ce que tu veux parler un peu de cette forme qui est la tienne? Comment tu as
penser ton texte? Parce que il y a une matrice, d'une certaine façon. Il y a une matrice qui se répète dans ton texte. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, ben au départ, il n'y en avait pas. Ah! OK. Non, mais évidemment, tout ça, c'est placé... En fait, le sujet du livre, bon, j'avais un projet et puis le projet, finalement, ne s'est pas réalisé comme prévu, comme évidemment, ça arrive très, très souvent, mais c'est vraiment au contact de la ville, puis dans la déambulation de la ville, que le livre a pris forme. Il a pris forme, puis ensuite, de façon très, très organique, bon, vraiment, bon, il y avait une forme, puis il n'y en avait pas, mais c'est vraiment au retour des 6 mois que j'ai passés dans cette ville-là, que la forme s'est installée, si on peut dire. Et puis j'avais envoyé, comme je fais toujours, quelques pages à mon éditeur, à l'époque, à François Hébert. Et on avait eu une discussion et lui, il m'avait dit, ben regarde, tu l'as trouvé ta forme. Donc j'avais ces textes-là qui étaient des textes en prose, et puis que j'arrivais pas à mettre en vers parce que je trouvais que ça fonctionnait pas en vers. Mm-hmm. Bon, puis moi, je me complique tout le temps les choses, là. Donc je me disais, bon, j'ai des poèmes en vers, puis j'ai des textes en prose. Et là, je vais pas mettre les textes en prose en vers, donc je vais pas faire ça. Mm-hmm. Je vais les laisser comme ça, donc des textes qui sont très, très lisibles, très compréhensibles. Et là, ensuite, ben, j'ai commencé à les dater. Et donc là, je me suis dit, ben, dans le fond, c'est un journal que je suis en train de faire, mais un journal vraiment désorganisé parce qu'il n'y a pas de suite. C'est pas un vrai journal parce que les dates ne correspondent pas. Bon, c'est avant, après, pendant. Bon, c'est n'importe quoi dans le fond. Et là, je me suis dit, ça va être vraiment les poèmes qui vont guider. Ça va être la force des poèmes. Pas la force, ça veut pas dire, je dis pas que mes poèmes sont forts, c'est pas ça, là, mais ça va être comme la force des poèmes qui va guider. Évidemment, ça sera pas le contraire. Ça va être les poèmes qui vont guider, les poèmes en vers qui vont guider les textes en prose. Et c'est comme ça, et c'était vraiment épars. Donc, j'avais ces poèmes, j'avais ces textes en prose, et là, il fallait que je les organise. Et c'était un véritable casse-tête, parce que ça n'a pas été fait vraiment dans l'ordre. Puis à un moment donné, ben là, il y a un ordre qui s'est construit. Dieu sait, c'est compliqué, mais je me dis toujours, je me complique vraiment les choses, là, mais tout à coup, ces poèmes-là ont trouvé preneur dans ces textes en prose, et je ne voulais pas non plus, c'était quand même aussi dangereux, parce que je ne voulais pas que les poèmes soient l'illustration, évidemment, des textes en prose. Là, ça aurait été vraiment plate, là. Donc, ça aurait été, trop... Je voulais que le lecteur, la lectrice travaille. Je voulais pas tout lui donner. J'étais prête à donner dans les sections, j'étais prête à donner dans les faits historiques ou le fait divers, donc avec des personnes un peu plus inconnues, là, quand je parle d'un restaurant avec une dame dans le restaurant avec son mari. Mais c'est ça. Donc, je voulais ça, mais je voulais que les lecteurs, lectrices travaillent sur les poèmes, parce que les poèmes sont évidemment beaucoup plus... difficile, je dirais. Donc, il ne donne pas vraiment le réel. Donc, il donne le langage, c'est ce qu'il donne. Donc, il donne un peu un puits sans fond, parce qu'on peut lire, par exemple, récemment, je travaillais, le livre va être traduit en anglais, et puis je ne suis pas si bonne que ça en anglais, surtout pour lire de façon objective là, mes poèmes. Et c'est intéressant de travailler avec le traducteur parce que, bon, lui, évidemment, c'est ça, c'est une lecture. Et puis, des fois, je rechignais sur des mots, là, parce que je n'étais pas capable de rechigner sur d'autres choses. Je disais, ah oui, tel mot, par exemple. Pourquoi c'est pas comme ça pourquoi c'est comme ça en anglais? Moi, j'aimerais mieux tel autre mot. Et là, je me rendais compte, c'est ça, d'une espèce d'abysse là, qui était créé par... c'est comme si j'avais perdu le contrôle, là, finalement. Puis là, ça me faisait aussi réfléchir, parce qu'évidemment, je ne me relis pas, là, comme vous toutes, là. Donc, ça me faisait réfléchir à nouveau sur la construction de ce livre-là, qui a été quand même... ça a quand même été, bon, pas pénible, là, mais disons que je me suis posé beaucoup de questions et j'étais vraiment pas persuadée que c'était la bonne organisation, la bonne construction que j'avais.
Mais bon, une fois que ça a été un peu validé là, par mon éditeur, ben là, je me suis dit, bon, je pense que vraiment, j'ai trouvé cette forme-là. Puis en même temps aussi, je voulais, évidemment, la grande peur, c'est toujours de se répéter. Je sais que je me répète parce que je parle souvent des mêmes choses, là, mais j'ai des obsessions, mais en même temps, formellement, c'est ça, je voulais que ça soit très différent de mon recueil précédent où c'était des très, très longs poèmes avec de la ponctuation et tout ça. Donc, je voulais que ça soit des poèmes plus courts. Donc, il y avait comme un challenge de ce côté-là aussi. Je me pose mes propres défis. Alors, c'est un peu comme ça que le livre a été construit. Je comprends tout à fait ce que tu dis, puis moi, je le voyais comme la prose vient dire quelque chose mettait un ancrage. Oui. Puis après ça, j'avais l'impression que tout se dépliait, Oui. tu vois, tout devenait nébuleux, mais nébuleux, oui, mais flou. Puis en même Oui. temps, c'était pas dans un rapport d'illustration, ça permettait des possibles d'interprétation. Exactement. Je te lis juste un tout petit, je n'ose pas dire poème, mais je vais le dire comme ça. J'ai choisi une tombe au hasard, dépourvue d'ornements. Je l'ai faite mienne. Les délires de marbre hébergeaient les cyprès, dont les racines avaient rejoint l'azur. Quant aux amphores, elles abritaient restes d'esclaves et coraux. Et bon, j'ai l'impression qu'il y a une autonomie de chaque chose, mais en même temps, moi, je faisais un va-et-vient sans arrêt entre le poème. Tu sais, j'étais toujours dans la relecture. Je les lisais les uns par rapport aux autres. Oui, parce qu'ils sont interchangeables. Exactement. Exactement. Ils sont interchangeables. Oui, oui. Parce que j'ai essayé, moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Et bon, à un moment donné, j'ai arrêté, là. Mais c'est vraiment ça. Je pouvais les déplacer, puis je m'amusais un peu avec ça, donc... Mais c'est comme si, pour moi, tu faisais éclater ce que tu avais fait. Tu poses quelque chose, puis tu n'arrêtes pas de le faire éclater à travers ton... Oui, il y a une arborescence. Oui, c'est exactement. C'est ce que je voulais créer dans le livre, là. Ça fonctionne. Merci. Marie-Hélène, est-ce que tu veux parler un petit peu de cette forme? J'ai envie de dire que pour moi aussi, le fragment s'imposait vraiment pour raconter ça. Autant du point de vue de l'écriture que de la lecture, parce que, en fait, c'est que dans les deux parties, il y a comme deux temporalités. Donc, il y a le moment de l'agression qui est raconté par les deux personnages, mais on s'en approche, on raconte par des chapitres assez courts, et ça coupe à un moment donné. Puis là, on est comme 6 mois plus tard dans le cas d'Ariane. Et mon personnage de Mino Torres, lui, il se promène dans ses souvenirs, tout ça. Et puis, pour moi, ça me permettait vraiment de couper quand, tu sais, là, ça devient comme un petit peu trop étouffant. Puis je crois que ça fait peut-être ça aussi pour le lecteur. Tu sais, on s'approche de quelque chose de douloureux. Puis là, on a vraiment besoin d'avoir un petit pas de recul puis de prendre une respiration. Donc, d'avancer par chapitre court, fragmenté. Pour moi, ça s'imposait. Là. J'aurais pas voulu raconter ça d'un trait. Je pense que ça aurait été comme douloureux et désagréable. Alors que là, il y a quand même un certain plaisir de l'écriture, de la forme, de voir quelque chose qui commence à exister, une sorte de système qui se met en place. Tout ça, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est des choses difficiles qui sont racontées, mais pendant que moi, je les écrivais, puis étrangement, pendant que j'écrivais mon personnage d'agresseur, il y avait comme une sorte de joie, quelque chose qui palpitait parce que, c'est l'excitation de la création, là. Tu sais, quand il y a un geste qui est fluide, que tu as trouvé le bon ton, tu sais, ça doit être comme, mettons, les gens qui chantent juste, là, tu sais, les chanteurs d'opéra qui pognent la note, là, tu sais. Donc, même si ce que tu racontes, c'est dégueulasse, ben il y a une espèce de plaisir puis de satisfaction à travers ça qui passe, tu sais. Mais oui, je m'excuse, moi, j'allais juste dire une chose aussi sur ton livre que j'ai vraiment... La chose qui m'a le plus surprise et marquée et bouleversée, tous ces mots, c'est le personnage du frère. Parce que le frère de l'héroïne, il est vraiment
très solidaire, très présent, il va habiter avec elle, il est vraiment soutenant, puis je trouvais ça fascinant parce que c'est comme si c'est l'étranger, au sens de l'inconnu, l'homme qu'elle connaît pas, qui l'agresse, qui est perçu comme la menace, puis cet homme-là, qui est un homme de sa famille, est vraiment un allié, vraiment, il y a vraiment immensément de compassion et d'empathie, puis je revenais constamment à ce personnage parce que ça m'a vraiment surprise, parce que c'est comme si j'ai l'impression que je suis habituée à ce que le familier soit terrifiant, puis que l'inconnu soit beaucoup plus rassurant, parce que j'ai vécu de la violence dans l'enfance, puis dans des relations interpersonnelles, donc vraiment la menace vient vraiment du très près, très familier. Puis dans le livre, il y a vraiment, il y a 2 hommes vraiment centraux, le frère qui est vraiment soutenant, qui est présent, puis c'est l'agresseur, puis c'est vraiment 2 figures qui sont complètement différentes, complètement opposées, qui sont liées avec quand même une très grande intimité avec l'héroïne, parce que il y a quand même le trauma qui rallie ces 3 personnages-là, puis j'aurais aimé ça t'entendre parler un peu de ce personnage-là, parce que moi, ça m'a vraiment fascinée, là. Hey, c'est rare qu'on me parle de ce personnage-là, puis en fait, c'est un personnage complètement inventé, tu sais, j'ai pas de frère, puis même j'avais un peu fait exprès pour que, tu sais, des gens dans mon environnement proche soient pas trop sûrs que c'était moi, finalement, tu sais, j'avais flouté cette partie-là. Puis c'est drôle, mais moi, je me suis inspirée, tu sais, j'avais un meilleur ami gars à l'époque, et pour moi, tu sais, je l'ai amené dans mon livre, tu sais, mais sous la forme d'un frère, c'est quand même assez symbolique. Et puis, tu sais, on parlait tantôt du rapport au réel, tout ça, mais une fois que mon livre est sorti, tu sais, il y a aussi les réactions des gens autour, puis je me souviens que cet ami-là, dont j'étais super proche, il m'a dit « Mais t'as mis tout le monde dans ton roman, sauf moi, tu sais. » Puis il était, pour vrai, il était réellement fâché et triste de ça. Puis même, il y a un personnage, à un moment donné, Ariane, qui appelle chez l'ostéopathe, là, pour prendre rendez-vous. Je pense que j'ai fait sauter ce bout-là. Je le trouvais plate, finalement. Je me souviens même plus si je l'ai gardé dans mes remaniements, mais... Puis c'est, en fait, la secrétaire de l'ostéopathe, c'était la mère de mon meilleur ami, puis là, il m'avait dit « T'as même mis ma mère dans ton livre, mais tu sais, moi, je suis pas là, puis j'étais avec toi tout le long, tu sais. » Puis là, j'étais comme un peu découragée, parce que c'était un étudiant en littérature, en plus, puis j'étais comme voir qu'il n'a pas compris l'espèce de transfert qu'il y a eu, tu sais, qui était pour moi évident. Mais... ouais, c'est un personnage, tu sais, qui fait comme un cocon autour d'Ariane, puis plus tard, tu sais, quand elle part en voyage, puis tout ça, là, elle a comme un kick, mais c'est un personnage complètement androgyne, chose qu'on voyait pas vraiment à l'époque, là, même si là, on est rendu habitué, mais c'est un personnage qui porte une jupe, tu sais, dont les traits sont décrits comme étant féminins, tout ça. Fait qu'il y avait un jeu aussi sur les codes de la masculinité, puis des comportements qu'on attend d'eux, tu sais, parce que là, il y a l'espèce de pôle agresseur dans une moitié du livre, mais les personnages masculins dans l'autre moitié sont pas du tout comme ça. Puis ça fait que c'est pas un personnage qui va tout à coup détester les hommes du tout, parce qu'elle a ces modèles-là forts autour d'elle. La question dans la forme aussi, si tu dis Ariane, le Minotaure, c'est-à-dire c'est quand même... t'en es passé par la reprise d'un mythe, quand même. C'est-à-dire, c'est pas un récit... C'est un récit réaliste, mais pas vraiment non plus, parce que c'est vraiment une réécriture du mythe sans résolution, parce que comme tu l'as dit, j'ai envie de... Oui, dis-moi un peu pour le mythe, pourquoi tu as pris cette histoire de Minotaure? Ben, en fait, le personnage du Minotaure, c'est comme... en plus, il s'appelle Minotaures, c'est ça son nom. C'est un homme, pour vous rappeler, dans le mythe, il y a un corps d'homme avec une tête de taureau. Puis c'est le fruit des amours illégitimes là, entre... Minos. Ouais, Minos et Pasiphae. Donc, c'est comme la femme de Zeus. T'as l'air meilleur que moi pour là, j'avoue, très vite comme ça. Mais c'est comme... elle tombe amoureuse d'un super beau taureau, là, donc ils ont cet enfant-là, le Minotaure. Et puis, donc, c'est le... Ouais, c'est super beau taureau, en tout cas. Le taureau était beau, c'est irrésistible. Et c'est l'homme avec ses pulsions animales, donc je trouvais que ça s'appliquait super bien à mon personnage.
Et pour ce qui est d'Ariane, le mythe, en fait, il est décevant, parce qu'Ariane donne le fil à Thésée, qui se rend dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure, à qui on envoie toujours chaque année 7 jeunes hommes, 7 jeunes femmes qui vont se faire dévorer. Parce que le dieu Zeus, je pense, qui était fâché, a demandé à son architecte Dédale de construire un labyrinthe dont il ne pourrait jamais sortir, le Minotaure. Et pour que Thésée puisse en sortir, Ariane, qui est comme son amoureuse, lui donne ce fil-là. Il réussit à tuer le monstre et à s'en aller. Mais à la fin du mythe, finalement, il tombe en amour avec une autre fille qu'Ariane. Tu sais, c'est ordinaire, je trouve. C'est surprenant. La part de... Il la laisse tomber aussi avec ça. Donc, c'est vraiment... elle est la grande perdante. Oui, vraiment. Mais, pas chez toi. Non, mais ça m'avait été même reproché dans une de mes premières critiques. J'étais comme un peu troublée. Je me souviens, c'était une critique qui était dans Le Devoir. Oui? Oui. Et puis, ça s'appelait... Le titre de la critique, c'était « Le mythe tronqué ». Parce que, mais moi, ce que je fais, c'est que je rends Ariane active. C'est que c'est elle qui va dans le labyrinthe affronter elle-même le monstre. Donc, oui, j'ai revisité le mythe. Je me suis donné ce pouvoir-là. J'ai pris le droit de le faire. Ben ouais, c'est comme ça. Mais oui, puis en fait aussi... Moi, tu sais, qui voulais tellement pas être épinglée, comme j'ai juste pris mon histoire puis je l'ai mis dans un livre, je me disais, il me semble que c'est winner de faire un lien avec un mythe, tu sais, on entend tout le temps parler là, de lier le trait familier à l'universel, fait que j'étais comme, quoi de plus universel qu'un mythe, tu sais, il y avait comme... Mais en même temps, j'ai joué le jeu pour vrai parce qu'il y a même une scène où mon personnage d'Ariane, tu sais, est en visite en Allemagne, puis à un moment donné, elle se retrouve dans un labyrinthe, un vrai labyrinthe fait avec des arbres, là. Il y avait ça en Allemagne ou à Vienne, en tout cas, ça fait longtemps, mais... Je pense que c'était à Hanovre. Et puis, on pouvait jouer le jeu de rentrer dans ce labyrinthe-là puis de le vivre, là. Mais sauf que c'est vraiment paniquant. Il y a un moment où tu ne sais plus où est le nord, le sud, puis tu es vraiment pris là-dedans. Et puis Ariane, c'est 6 mois après l'agression, puis elle a quand même un syndrome post-traumatique qui peut être activé encore facilement. Puis quand elle se sent séquestrée dans ce labyrinthe-là, tu sais, à un moment donné, elle se met vraiment à paniquer, puis tout ça. Donc, les codes du mythe, ça devenait une sorte de matière romanesque intéressante aussi à utiliser dans des petits passages du roman. Ben, la reprise du mythe, je veux dire, c'est peut-être dans les écritures de ta génération, c'est moins important, mais moi, j'ai toutes les écritures de femmes que je lisais, elles reprenaient les mythes, elles les refaisaient. Hein? Il y a eu quelque chose... comme ça. Je voulais te faire lire juste 2 secondes. J'aurais aimé que tu me lises. Tiens, c'est déprimant un peu, mais c'est pas grave. Juste cette première page. Tu lis peut-être la première page un petit peu, juste parce que j'ai lu un petit peu des autres, mais juste tu nous lis, puis après ça, on va passer aux questions de la salle. Toute la page? Non, juste tu peux le premier, puis okay. Le premier paragraphe, puis la première ligne du second. OK. J'ai téléphoné à maman ce matin. Elle croit que je gagne convenablement ma vie ici. Ma sœur fréquente depuis 2 mois un homme plus vieux qu'elle qui travaille dans une banque et qui fait un bon salaire. Je prends une voix bienveillante et exhorte ma mère à la méfiance. Elle passe le combiné à Anna. Ma sœur, fais bien attention à toi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. J'ai peur pour elle. Elle ne connaît pas bien les hommes et s'habille parfois de manière aguichante. Elle porte des jupes courtes qui laissent presque voir ses fesses lorsqu'elle se penche pour fouiller dans son sac à main. J'ai violé au moins 20 filles au Guatemala. L'une d'elles est allée à la police, mais on ne m'a jamais retracée. Tout se passait très vite. J'arrête-tu là? Ou quand tu veux. Ben, je vais arrêter là. Parfait. Merci. Donc, je voulais montrer la banalité il s'inquiète pour sa sœur, il parle à sa mère, ce monstre, ces monstres. Et puis, phrase suivante, paragraphe suivant, j'ai violé une fille au Guatemala. C'était un peu cette façon que tu as. Le monstrueux, c'est le banal, tu sais, c'est que tu arrives à mettre dans ton texte. Oui, dans son quotidien, dans le fond, puis dans ses perceptions ahurissantes de ce que doivent être les choses. Exactement. Aussi.
Merci beaucoup. On avait prévu peut-être des questions de la salle. Il est 7h21. Et est-ce que vous avez... Ça serait bien... Ça peut être dans tous les sens, hein. Les subjugués. Ben, moi, oui, allez-y. Est-ce que vous voulez venir parler ici? Oui, parce qu'il faut... Est-ce qu'on entend? Oui, moi, je vous entends. Moi aussi. Oui, mais c'est pour... C'est pour l'enregistrement. Attention. Si vous voulez être enregistré. Ah, peut-être. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est juste une question qui m'était venue spontanément parce que le sujet de la table ronde, c'est la violence. Je me demandais, j'aurais été curieuse de vous entendre parler d'empathie, qui est comme l'autre, en fait, pendant de la médaille, l'autre côté de la médaille de la violence, dans la forme que ça prend dans votre œuvre. Est-ce qu'il y a une place pour l'empathie dans des œuvres qui parlent de féminicide, de violence? Empathie, pas nécessairement juste pour les victimes ou les survivantes, de manière plus générale dans la société, les gens qui se prennent des coups en lisant ça ou l'agresseur. C'est une question super intéressante, puis en plus, c'est un thème qui m'interpelle beaucoup et sur lequel je rebondis dans d'autres livres. Puis dans celui-là, il est étrangement présent parce que pour moi, en fait, l'acte d'écrire, c'est vraiment un acte d'empathie. De se projeter même dans un personnage tellement loin de moi, comme l'agresseur. C'est un drôle d'acte d'empathie, mais c'est ça quand même. Puis je pense que dans l'écriture, il y a cette torsion de ce qu'est l'empathie. En tout cas, dans ce livre-là, ça se traduit de cette façon-là. Tu sais, je sais pas si ce livre-là fait du bien à quelqu'un qui a vécu ça. Tu sais, je pense même qu'il y a des gens qui ont jamais été agressés, rien, puis qui sont vraiment troublés par certaines scènes, puis qui m'en parlent, puis qui ont peur de leur garde-robe, parce que le méchant est caché dans le garde-robe. Puis c'est pas le genre d'affaire que c'est le fun à lire avant de se coucher le soir. Mais est-ce que, c'est ça, on en revient aussi à la vision de ce qu'est la littérature. Tu sais, est-ce que la littérature doit rassurer ou faire du bien? Puis dans le cas de cette histoire-là, pour moi, c'était une façon de creuser une question qui m'habitait complètement, puis pour laquelle il n'existait pas vraiment de réponse. Fait que c'est plus ça qui m'a animée. Et, ouais. Mais c'est la question de l'empathie, c'est intéressant parce que ça m'avait vraiment habité quand j'écrivais mon premier livre, parce que j'étais très embêtée par le personnage de la mère à cause de mon féminisme. Le féminisme, on ne tient pas les femmes responsables des actions qui sont commises par leur conjoint. Donc, ce personnage de mère-là qui vivait aussi de la violence conjugale, qui participait aux abus contre ses enfants dans le livre, j'étais vraiment très embêtée vraiment par ce personnage-là parce que je me disais, est-ce que la posture de la narratrice devrait être dans une posture d'empathie? Puis, fait que toute la question éthique, là, vraiment, sur ce personnage-là m'avait vraiment habité pendant de longues nuits. Et j'avais décidé finalement de faire dans ce livre-là que la narratrice serait aussi impitoyable avec le personnage du père qu'avec le personnage de la mère, puis que j'écrirais un autre livre éventuellement sur le personnage de la mère, que je pourrais le déplier, le complexifier, puis vraiment le présenter dans des contradictions avec empathie. Donc le prochain livre, j'aimerais vraiment marcher sur la ligne entre la colère et l'empathie. C'est vraiment ça que j'aimerais trouver. Je ne sais pas encore comment faire ça. Mais c'est ça que je voudrais. Puis tandis que dans Chienne, c'était vraiment, j'étais dans la colère, c'était l'éthique de la victime. Donc, la narratrice, elle avait été victime de cette femme-là, elle avait le droit d'écrire ce qu'elle voulait. C'était vraiment cette posture-là que j'ai choisie. Puis sinon, la question d'empathie aussi, ça me fait penser à l'amour. Puis c'était vraiment important pour moi dans le livre, puis dans tout ce que je fais d'ailleurs, de vraiment mettre de l'avant l'amour que la narratrice éprouvait pour sa sœur. Donc vraiment, la solidarité entre les deux sœurs, la sororité, c'est vraiment central. Puis c'est comme si on m'a reproché dans mon livre, dans des événements, je dis reprocher, c'est un gros mot, là, mais on me dit peut-être qu'il n'y avait pas assez de lumière dans mon premier livre, pas assez de moments heureux. J'étais comme, OK, cool, c'était pas ça le projet, désolée, je m'excuse, puis vous un remboursement. Mais
Pour moi, il y avait de la lumière dans le livre parce qu'il y a vraiment, il y a l'amour entre les deux sœurs, il y a une sororité vraiment forte, puis pour moi, la survie vraiment passe par cette solidarité-là, puis ça crée vraiment un noyau auquel le père n'a pas accès, qui n'a pas de pouvoir. Ça le menace dans le livre aussi, là, il essaie constamment de les séparer. Donc ça aussi, la question de l'empathie, je la lis vraiment pour moi, la question de l'amour, puis ça aurait été ça que j'aurais dit sur la question. Je vais rebondir un peu là-dessus. Ben, la question de l'empathie, on a parlé de sororité puis de communauté. En tout cas, pour moi, même s'il y a de la violence, même si c'est noir, la constitution d'une sororité puis de communauté, je pense que ça vient quand même jeter un peu de lumière sur ce qui peut être très, très sombre et dans l'histoire, la grande histoire et dans la petite histoire aussi. Donc, moi, je pense que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'écriture. Cette empathie-là, ça peut être de ce côté-là aussi. Donc, ça peut être construit, en tout cas dans mes livres, c'est ce que j'essaie de faire, de construire cette espèce de fil qui va comme réunir toutes les femmes qui sont là, les femmes, les sœurs, les mères, les mauvaises mères, les bonnes mères. Moi, j'avais travaillé dès le début, justement, parce que à l'époque où j'ai écrit mon premier livre, c'était beaucoup, il y avait une glorification beaucoup de la mère, l'image de la mère comme l'image de la Sainte Vierge, par exemple. Et moi, j'étais un peu, un peu tannée de tout ça. Et je me disais, il y a deux versants là, de la mère. Il y a la bonne mère, puis il y a aussi la mauvaise mère. Mais voyons donc la mauvaise mère, puis voyons que dans la mauvaise mère, il y a aussi des filles mauvaises, puis j'avais travaillé beaucoup sur la figure là, de la travailleuse du sexe. Là. Donc, voyons donc, c'est quoi ce versant noir de la féminité? Parce qu'il y a aussi de la lumière là-dedans. Donc, moi, la question de l'empathie, dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on parlait moins quand je suis entrée en littérature, pour moi, ça se construit de cette manière-là. Mais c'est toutes des petits pas, des petites briques, des petites pierres. C'est très, très long à construire. En te lisant, Marie-Hélène, je reviens sur la question de l'empathie. Moi, je pensais beaucoup à un film qui a déclenché tout pour moi, c'est Mourir à tue-tête, où on voit un viol très longtemps. Et dans ton livre, il y a de ça, c'est-à-dire il y a la description, il y a quelque chose d'insoutenable. Mais pour moi, j'étais en empathie avec personne en regardant ce film, mais en même temps, ça a fait un déclic pour moi. C'est-à-dire qu'une claque ça a été un réveil. C'est là que je suis devenue féministe, je crois. Le mot n'existait pas dans mon monde, etc. Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est pas que je sois contre l'empathie, mais il y a aussi des antipathies qui sont nécessaires. C'est-à-dire, il y a un travail du choc qui est nécessaire dans vos textes. C'est-à-dire, c'est pas juste, oui, je m'y love dans certains de vos textes, je me mets dedans, mais en même temps, je me fais un petit peu malmener dans tous vos textes. Mais il y a quelque chose pour moi, là maintenant je suis vieille, alors je suis habituée au coup et chez les parés, mais quand j'étais jeune, ça a été tellement important ce choc. C'est-à-dire ça a déclenché tout, ça a déclenché ma lecture du monde, ce film-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous... Mais on voit le viol dure très longtemps. Moi j'ai l'impression que ça dure des heures, je ne l'ai pas revu, mais dans ton écriture aussi, et toi, je veux dire, il y a quelque chose comme ça qui est très long. Oui, puis c'est drôle parce que comme lectrice, j'ai vraiment de la misère à lire ces livres-là, tu sais. Juste pour te dire, j'avais Chienne avec moi, puis j'ai tourné autour, puis je lisais des petits bouts comme ça, puis tu sais, il est pas énorme, là, non. Mais j'ai beaucoup on dirait que ma sensibilité est trop grande, puis j'écoute beaucoup, tu sais, j'ai aimé ça t'entendre, puis j'aime entendre les discours autour de ces œuvres-là, sur le making-of, comment ils ont été fabriqués, puis tout ça, mais j'ai vraiment de la misère je pense que j'aurais de la misère à lire Soudain le Minotaure. Je le lirais pas, en fait. Mais par contre, je suis quelqu'un qui lit tout le temps des polars, tu sais. Mais le polar, oui, puis on sait que c'est de la fiction. Tout ça, c'est clair. Puis j'aime pas les affaires de balado, de crime, de true crime, là, parce que là, pour moi, là, ça, c'est comme... Vu que c'est déjà arrivé, ben là...
j'ai plus le droit d'avoir du fun à tu sais, absorber cette œuvre-là. Mais dans les polars aussi, c'est très codé. On sait ça va être au début, ça va être court. Ouais. Puis là, je le lis tout le temps à un moment où je sais que je vais lire. Après ça, je vais continuer à lire. Tu sais, je vais pas lire ça avant d'aller me coucher. Mais puis ensuite, ben là, tu as l'équation, puis tout le reste du livre, c'est comme de reconstituer ce qui s'est passé. Donc, tu as reçu la violence, c'était concentré, tu savais que ça serait au début. C'est très codifié, puis il y a une sorte de distanciation. T'sais. Puis il y a une réponse aussi, tu sais. Oui, le polar, c'est ça, Uh-huh. il y a une réponse, on sait qu'on va savoir c'est qui, on a des explications, soit on va savoir pourquoi il commet des meurtres de cette manière-là, alors que dans le réel, c'est vraiment difficile à comprendre. Puis le fait qu'on n'a pas de réponse, je pense que c'est ça qui est aussi hantant, puis que ça revient constamment, on n'est pas capable, c'est un peu ça le trauma, c'est qu'on sait pas on n'est pas capable de le placer dans le récit de notre propre vie, parce qu'on a de la difficulté à le comprendre, à l'appréhender. Fait que je pense que aussi le polar, le plaisir, c'est vraiment qu'on sait qu'on va avoir une réponse à la fin, puis c'est tellement rassurant. La résolution de tout ça, tu sais, au lieu de laisser ça, de même, tu sais, sans solution. Vraiment, c'est peut-être même pour ça que j'aime tant les polars, dans le fond. Un mystère résolu. C'est intéressant, elle ne peut pas lire, mais elle peut écrire des scènes. Tu ne peux pas lire, mais tu peux les écrire. Mais parce que tu les contrôles. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un voudrait venir prendre la parole, poser une question? Non? Ben alors on va s'arrêter là en vous remerciant tout le monde. On va laisser la parole à Louise. Alors, merci. Ça va? Merci beaucoup, Catherine, d'avoir animé la table ronde. C'était passionnant. On vous aurait écouté encore plusieurs heures. Moi, je repars en tout cas avec le désir d'écrire. Je trouve que c'est magnifique. Quand on part d'un endroit, d'un événement, puis qu'on a envie d'écrire, c'est parce que c'était un événement très fort. Alors, nous vous invitons à prendre un verre de l'amitié. Et il y a une table de vente où vous pourrez vous procurer les livres des autrices qui ont participé à la table ronde. Merci d'avoir été là. Merci.